Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast Le biais d'essentialisme, on vous dit tout. Qui parlera des biais cognitifs et plus précisément des biais d'essentialisme. Mais qu'est-ce que c'est que le biais d'essentialisme ? Le biais d'essentialisme ou d'essentialisation est le biais cognitif des idées reçues. Ce biais nous fait penser certaines choses sur des groupes de personnes par rapport à leur appartenance ethnique, biologique ou leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, nous allons accueillir plusieurs groupes de personnes nous parlant de ce biais sous plusieurs perspectives. Nous allons déjà recevoir notre chroniqueur Melville qui nous parlera du biais d'essentialisme dans le racisme. Nous allons ensuite accueillir l'équipe interview avec Marianne, Mila, Ganchiam, Yassir et Hamid qui vont poser des questions à un certain Monsieur Cassotti, un psychologue. On rencontrera ensuite l'équipe reportage constituée de Valentina, Shirazad, Fanta et Ilona. Elles nous parleront d'une expérience scientifique autour des stéréotypes de genre. Il y aura ensuite 2 chroniques. Une première chronique d'Axel qui parlera du sexisme, puis une autre de Mamoudou, Farouk, Yanis et Pavel qui parleront des biais d'essentialisme dans la pop culture. Le biais d'essentialisme ? Le biais d'essentialisme. C'est quoi le biais d'essentialisme ? On commence directement par Melville avec sa chronique sur le racisme. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du biais d'essentialisation et plus précisément comment il s'exprime dans le racisme. Le racisme est une opinion qui consiste à différencier les gens par leurs caractéristiques physiques ou par leur origine la plupart du temps. Pour vous mettre dans le contexte et vous faire comprendre ce qu'est le racisme, je vais vous raconter une histoire raciste vécue par mon collègue qui n'est malheureusement pas présent avec moi aujourd'hui. Chaque année, Seba fait le ramadan et l'année dernière, le premier jour de jeûne, en allant au collège le matin, un monsieur l'a interpellé et lui a dit « Pendant un mois, je n'ai pas attaché mon vélo, c'est le ramadan, personne ne veut me voler. » Ici, le biais d'essentialisation est le fait de dire que tous les musulmans sont arabes et que tous les arabes sont des voleurs. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt. Merci à Melville pour cette chronique très intéressante. Sans plus attendre, nous passons le micro à Marianne, Mila, Ganchiam, Yassir et Hamid pour l'interview de Monsieur Cassotti. Bonjour, nous sommes des élèves de 3e dans l'équipe interview. Aujourd'hui, Monsieur Cassotti, nous voudrions que vous nous fassiez une courte présentation rapide pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Bonjour, moi je suis Mathieu Cassotti, je suis professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Cité et mes travaux de recherche, parce que quand on est à l'université on fait à la fois de l'enseignement et de la recherche, mes travaux de recherche portent sur les biais cognitifs chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Nous allons vous poser quelques questions sur les biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif exactement et pourquoi notre cerveau en a-t-il besoin ? Alors ça c'est une très bonne question parce que souvent on confond les biais cognitifs avec l'erreur. Le biais cognitif, c'est le fait que dans le cerveau, en fait, on a 2 façons de prendre une décision, de juger de quelque chose ou de raisonner. On a la voie rationnelle qui prend du temps, qui est coûteuse, qui demande de l'énergie. Et on a des raccourcis. Et le biais cognitif, c'est la tendance systématique. Donc à chaque fois, plutôt que de prendre quelque chose qui est coûteux, qui est difficile, qui nous demande de raisonner et de penser, on va avoir tendance à prendre un raccourci, quelque chose qui va beaucoup plus vite, qui dans 99% des cas, fonctionne bien, donc ça ne conduit pas forcément à une erreur, ça peut très bien marcher, mais parfois, ça peut devenir catastrophique. Et donc, le résultat, à la fin, n'est pas toujours en accord avec ce qu'on voudrait avoir. Et donc, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à pouvoir prendre des décisions très rapidement, de façon efficace, mais parfois, contrairement à la pensée plus logique, plus rationnelle, qui demande des efforts, ça nous conduit à des erreurs. Et combien de biais cognitifs existe-t-il ? Alors, on n'a pas un chiffre exact du nombre de biais cognitifs parce que j'ai envie de dire, on en découvre à chaque fois. Il existe un certain nombre d'études dans lesquelles on a essayé d'en recenser. Il y en a au moins 200, 250. Mais même dans ces recensements, on en découvre chaque jour, ou en tout cas chaque année, on a de nouveaux biais qui émergent. Et par exemple, on pensait que les biais étaient restreints au jugement en raisonnement et à la prise de décision, et on s'est rendu compte que même dans la créativité, donc dans notre capacité à proposer des choses originales et adaptées pour résoudre un problème, là aussi il va y avoir un certain nombre de biais qu'on a pu documenter. Donc j'ai envie de dire, notre cerveau fonctionne avec beaucoup de raccourcis et il apprend en fait à construire des raccourcis. Quel est le biais cognitif le plus dangereux ? Alors, je ne peux pas vous en donner un comme ça qui est très dangereux. On a beaucoup de biais qui sont centrés sur les stéréotypes,
qui font effectivement que ça va avoir des conséquences dans la vie réelle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez l'heuristique de représentativité, qui consiste à juger de l'appartenance d'un individu en fonction du stéréotype qu'on a de la catégorie, par exemple, vous regardez la personne, vous vous dites, OK, est-ce qu'il est coupable ou pas coupable ? Eh bien, s'il a la tête de quelqu'un qui ressemble à un coupable, je vais avoir tendance à le considérer comme coupable. Ça, vous imaginez bien que si vous êtes à un procès et que vous avez la tête de quelqu'un de coupable, de stéréotype de quelqu'un de coupable, vous avez plus de chances, si on a recours à ce biais-là, à être condamné que si vous êtes plutôt dans un stéréotype de quelqu'un qui ne l'est pas. Mais il y a plein de biais comme ça qui peuvent être très dangereux. Il y en a eu qui ont eu même des conséquences dramatiques. La clé, c'est plutôt d'avoir conscience de l'existence de ces biais pour pouvoir essayer de mieux y résister. Et donc le travail que vous faites aujourd'hui, il est hyper important parce que ça permet justement de prendre conscience qu'il existe des biais. On ne peut pas y résister tout le temps, il ne faut pas tout le temps y résister, mais parfois ça peut être essentiel. D'accord, merci. Les scientifiques eux-mêmes ont-ils des biais cognitifs dans leurs recherches ? Bien sûr que les scientifiques ont des biais cognitifs, on a tous des biais cognitifs. La clé de la science par rapport au reste, c'est que la science a mis en place une démarche, une méthodologie scientifique dont l'objectif n'est pas de neutraliser tous les biais, mais de les minimiser. C'est-à-dire que comme on a eu conscience du fait qu'on avait des biais, le biais de confirmation par exemple, cette tendance qu'on a à vouloir confirmer nos hypothèses, dès qu'on fait une hypothèse, eh bien on va mettre en place une méthodologie, la méthode scientifique, pour essayer de neutraliser ces biais. Et derrière le résultat qu'on va obtenir, j'ai envie de dire, il s'en moque de ce que vous croyez, de ce que vous pensez, de ce que vous auriez voulu avoir. Ce qui va être la clé, c'est que si la méthodologie scientifique est correctement appliquée, là, on va pouvoir avoir un résultat qui est le moins biaisé possible. C'est pour ça que la science est vraiment particulière par rapport à tout le reste des méthodes qu'on peut avoir. Vous pensez qu'un médicament est efficace ? Eh ben, vous pouvez y croire, vous pouvez avoir envie que ce soit efficace. Il suffit de le tester. Vous faites un groupe test qui va avoir le médicament, un groupe contrôle qui ne va pas avoir le médicament, et on va tester les effets dans des essais qu'on appelle randomisés en double aveugle. Donc aléatoirement, on vous met dans un des groupes, vous ne savez pas dans quel groupe vous êtes, et on regarde les effets que vous pouvez avoir derrière. Cette méthodologie-là fait que même si vous croyez que vous avez un médicament qui est génial et qui marche très très bien, si j'applique cette méthodologie correctement, il se peut que le médicament n'ait aucun effet et que je puisse le démontrer. C'est ça la démarche scientifique. Ça permet de neutraliser un certain nombre de biais, mais c'est jamais parfait. Ok. Y a-t-il des biais cognitifs propres aux ados ou aux jeunes ? À ma connaissance, il n'y a pas de biais propres aux ados ou aux jeunes. Il y a un certain nombre de biais qui vont se développer avec l'âge et avec l'apprentissage et l'expérience. Comment on crée ces biais, comment on crée ces raccourcis, c'est encore un sujet de recherche. On n'est pas complètement d'accord. Ce qui va être plus spécifique à l'adolescence, c'est qu'on va avoir tout un tas de biais qui sont de nature émotionnelle, qui vont être plus forts que ce qu'on va retrouver chez les adultes, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que les adultes n'ont pas de biais émotionnels. Ils en ont aussi beaucoup, ils n'en ont pas toujours conscience, mais à l'adolescence, parce qu'en fait, il y a un décalage en fait, de maturation cérébrale. Donc le développement en fait, de toutes les régions du cerveau ne se fait pas au même moment. On va avoir les régions qui sont impliquées dans les émotions et dans ce qui vous permet de ressentir des émotions. Ça va être développé plus tôt que ce qui vous permet de contrôler les émotions. Et donc ça fait qu'il y a certains biais émotionnels, qui ont une nature émotionnelle, qui peuvent être plus forts chez les adolescents. Mais vous savez, à partir de 15-16 ans, votre capacité à contrôler les biais, la plupart des biais qu'on connaît en tout cas, est à peu près aussi bonne que celle des adultes. Alors je dis aussi bonne, je pourrais dire aussi mauvais, parce que les adultes sont très mauvais dans leur capacité à contrôler les biais. Ce que vous faites là, vous avez pris conscience qu'ils existent. Les adultes, ils ne savent même pas que ça existe. Est-ce que les biais cognitifs changent ou évoluent en grandissant ? Oui, ils changent. En tout cas, on sait qu'il y a un certain nombre de biais qui sont fondés sur ce qu'on appelle des heuristiques, donc des stratégies qui sont rapides, c'est raccourci, le terme complexe, c'est heuristique. Ces biais-là, en fait, ils vont changer, mais ils ne vont pas tous se développer au même moment. Il y en a un certain nombre qui vont se développer très très tôt, d'autres qui vont se développer plus tardivement. C'est assez complexe pour nous, en fait, d'identifier vraiment la temporalité de tous ces biais, parce que ça a été beaucoup étudié chez l'adulte, et beaucoup moins dans le détail chez les enfants et les adolescents. Mais on sait qu'il y en a qui vont apparaître dans les premières années de vie et d'autres qui vont apparaître beaucoup plus tardivement. Par exemple, quand on résout des problèmes, on a un certain nombre de biais où à 5 ans, par exemple, les enfants ne vont pas avoir ce biais, donc vont être meilleurs que des adultes pour résoudre les problèmes qui, eux, ont un biais et vont devoir y résister.
Donc le développement, en fait, c'est beaucoup plus biscornu. On a tendance à croire que les enfants sont moins bons que les adolescents, qui sont moins bons que les adultes. En fait, c'est beaucoup plus dépendant de savoir si vous avez appris un biais ou pas, si vous tombez dans un piège ou si vous ne tombez pas dans le piège. Mais c'est aussi dépendant de votre capacité à y résister une fois que vous avez développé ce biais. Donc la réponse simple, elle n'existe pas. Oui, il y en a qui se développent, mais on ne sait pas complètement comment ils se développent. À quel âge les biais cognitifs commencent-ils à se former ? J'ai envie de dire, il y a un certain nombre de biais émotionnels qui sont très précoces. Il y a des biais probabilistes qu'on va pouvoir identifier très très tôt dans le développement de l'enfant. Et puis, il y a des biais qui vont continuer à se développer plus tardivement. Donc, je peux vous dire, je peux pas vous dire un âge précis à partir du moment où ça se développe, mais c'est un mécanisme général en fait du cerveau que de construire des raccourcis, parce que en fait, penser, réfléchir, être rationnel, ça consomme des ressources. Votre cerveau, il consomme du glucose, il consomme de l'oxygène, et il en consomme beaucoup. Et donc, comme les ressources sont limitées, il essaye de fonctionner aussi à l'économie. Et ces biais lui permettent de fonctionner à l'économie et d'être efficace à l'économie. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un biais, c'est pas forcément toujours négatif. Ça nous permet aussi de proposer des réponses très rapides et très efficaces, mais pas toujours. Nous travaillons actuellement sur les biais d'essentialisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors sur le biais d'essentialisme, pas vraiment, parce que c'est pas ma spécialité, le biais d'essentialisme. Vous voyez, quand je vous dis, il y a 250 biais qui existent. Je peux pas connaître tous les biais. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que déjà de prendre conscience, en fait, de l'existence de ce biais, d'être capable de l'identifier et de pouvoir détecter que dans certaines circonstances, on va être sensible à ce biais-là, et de pouvoir faire ce petit pas de côté pour pouvoir dire, attends, là, est-ce que ce ne serait pas un biais ? Surtout quand c'est des biais qui sont sur des stéréotypes sociaux, surtout quand c'est des biais qui font un raccourci en fait de pensée. Une fois que j'en ai conscience et que j'accepte que je peux être sensible à ce type de biais, je peux mieux y résister. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître tout le temps, mais il faut avoir conscience que je peux y être sensible, que oui, on peut en discuter et l'expliciter, et qu'ensuite on va pouvoir trouver des solutions pour, la plupart du temps, socialement être en mesure de pouvoir résister à ce type de biais. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu. Merci à vous. Merci à vous pour vos recherches et vos questions. Sherazade, Valentina et Ilona vont maintenant nous présenter un reportage réalisé durant les interventions. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous allons vous présenter un reportage d'une intervention scientifique sur le thème des stéréotypes de genre réalisé au sein d'une classe de 3e. D'abord, nous allons écouter ce reportage enregistré en classe par notre collègue Margot. Donc, je vais vous faire participer tous, autant que vous êtes, à une expérience scientifique en 2 temps. D'abord, je vais vous poser des questions sur la différence entre les filles et les garçons. Pour y répondre, vous allez vous placer dans les 4 coins de la pièce avec comme gradation oui, au fond de la salle plutôt oui, plutôt non, au fond à gauche là, ou non, carrément pas. Je vais vous demander de vous lever, parce que vous allez vous déplacer du coup. Les garçons seront toujours meilleurs dans certains domaines que les filles. Là, c'est beaucoup pas du tout. Ok, donc là, on a quand même Ganchin qui est plus modéré que là, sinon c'est hyper intéressant de remarquer que 100% des garçons se sont placés vers le oui. Alors, c'est marrant, on vient de travailler sur les stéréotypes de genre et le droit des femmes en ok, les filles qui sont rangées en non pas du tout, est-ce que vous pourriez argumenter pourquoi vous êtes placés ici? Mathilde, qui est la coordinatrice du projet Tempête dans la tête, projet qui informe les gens sur les biais cognitifs, nous a présenté l'expérience. Mathilde a posé différentes questions et elle nous a dit de nous positionner dans différents endroits de la classe selon nos avis. Elle nous a d'abord demandé si les garçons seraient toujours meilleurs que les filles dans certains domaines, même s'ils ne s'entraînaient pas de la même manière. Tous les garçons se sont placés du côté totalement oui, sauf un qui allait du côté plutôt oui. Les filles étaient assez mitigées, la moitié dans le totalement non et l'autre dans le plutôt non.
Ils ont après argumenté. Les filles qui étaient du côté non catégorique ont dit qu'un garçon ne définit pas des capacités. Les filles qui ont contre-argumenté en prenant le domaine du sport, plus précisément le football. Les filles du côté plutôt non ont dit qu'elles étaient plus contre, mais que dans certains cas, c'était vrai, comme l'exemple de la force. Les garçons sont plus susceptibles d'être forts, plus forts que les filles, et à l'inverse, dans le domaine de la souplesse, les filles sont plus susceptibles d'être souples. Ensuite, elle nous a posé d'autres questions. En conclusion, durant cette expérience, les résultats ont montré que les garçons ont du mal à argumenter leurs choix et que ces choix sont influencés par ceux des autres. À l'inverse, les filles donnent plus d'arguments pour se justifier et sont moins influencées. Merci les filles pour cette explication très instructive et intéressante. Nous allons maintenant accueillir Axel et sa chronique sur le sexisme. Initialement, ce biais a pu jouer un rôle dans notre évolution. Catégoriser rapidement, simplifier un environnement complexe, prendre des décisions sans trop d'efforts. Mais ce mécanisme, bien qu'utile dans certains contextes, devient problématique dès qu'il s'applique aux êtres humains, notamment en alimentant des formes de discrimination, dont le sexisme. Le biais d'essentialisme repose sur une idée telle que les différences entre les genres seraient biologiques et permanentes. C'est ainsi que l'on entend encore que les femmes sont naturellement plus sensibles, que leur place est la cuisine, ou bien que les hommes sont tous forts, travailleurs et ne pleurent pas. Lors de la deuxième séance de notre parcours, une activité a été organisée. Cette activité a fait l'objet du reportage mentionné précédemment. Elle consistait à se déplacer dans la classe en fonction de notre avis sur des questions. Nombreuses personnes ont eu des positionnements réducteurs envers l'égalité des genres, ce qui m'a personnellement étonnée. Le biais d'essentialisation a un effet toujours ancré dans nos réflexions, comme j'ai pu observer. Ces affirmations semblent anodines, presque intuitives. Pourtant, elles reposent davantage sur des habitudes de pensée que sur des réalités démontrées. Ce qui peut provoquer un changement de paradigme, c'est de réaliser à quel point ces croyances se présentent comme neutres et pourtant revendiquent des stéréotypes parfois très violents. Je conseille par conséquent de rester vigilant et de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Biais d'essentialisation. Biais d'essentialisme. Alors, nous allons vous présenter le biais d'essentialisme dans la pop culture et comme exemple, nous allons prendre les films Spider-Man. Le personnage populaire de Peter Parker ou bien Spider-Man est toujours représenté de la même manière. Un adolescent blanc, new-yorkais, qui est bon à l'école et s'intéresse aux sciences. L'image du personnage est ancrée. Le personnage de Miles Morales, apparu pour la première fois dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse, considéré comme le Spider-Man noir, il est représenté comme un adolescent afro-latino avec une culture différente, sa famille, la musique, etc. Ce personnage change l'image donnée de Spider-Man. Ce renouvellement gêne certaines communautés qui trouvent ce changement trop woke. Le mot woke va à la base désigner quelqu'un qui se rend compte du racisme, des inégalités et des discriminations. Mais avec le temps, ce mot a été détourné pour critiquer les films, notamment les adaptations du livre ou bandes dessinées, car elles changent l'essence des personnages et de l'histoire pour qu'elles soient plus inclusives. Les personnes qui considèrent ces films comme trop woke pensent que Spider-Man ne respectait Peter Parker et que changer de protagoniste pour un héros noir serait seulement un moyen d'être plus inclusif et d'éviter des polémiques aux dépens de l'essence du personnage. Et les personnes qui acceptent le changement de protagoniste sont considérées comme anti-essentialistes. Ils acceptent le changement et disent que Spider-Man est un symbole adaptable. En conclusion, le biais d'essentialisme aide à comprendre pourquoi certains rejettent Miles Morales et les films Spider-Man Into the Spider-Verse et Spider-Man Across the Spider-Verse vont à l'encontre de ce biais. Le débat woke ou non reflète surtout les tensions culturelles et politiques de nos jours. Le biais d'essentialisme, on vous dit tout. Les biais d'essentialisme, on vous dit tout. Nous remercions particulièrement la classe de 3e 1 pour leur travail approfondi et leur participation à ce projet. Merci à tous pour vos belles recherches et votre apprentissage sur le biais d'essentialisme. Nous remercions également Mathilde et Émilie de nous avoir accompagnés tout au long de cette palpitante aventure. Ouais! Je sais pas, il fallait un ouais, non?